aviez... Mais est-ce qu'au-delà de la Côte d'Ivoire, nos nations peuvent comprendre ça? Si vous aviez un message à l'endroit de Guillaume Soro, que lui diriez-vous? Si vous aviez un message. Au regard de ce que vous dites. Si j'ai un message, vous prenez la paix. Si j'ai un message pour Guillaume Soro, ce n'est pas dans une chaîne de télévision que je dirai ce message à Guillaume Soro. Puisque vous dites que c'est mon frère. Il y a des cadres où on parle aux frères. Une poule qui se respecte ne pond pas en public. Sur moi, on dit que ce ne sont pas tous les pagnes comme au soleil. Vous venez de dire il y a à peine une minute que Guillaume Soro est mon frère, qu'il est mon ami. Vous avez même dit que nous sommes indissociables. Alors, vous pensez que c'est le cadre pour que je parle à mon frère, de qui je suis indissociable? J'aurai l'occasion de parler à Guillaume Soro quand l'occasion se présentera à moi. Je ne peux pas lui lancer un message à travers un média. Je pense que ce serait fait de la propagande inutile. Par respect pour lui? Non, 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 par respect pour mes propres principes. Je ne parle pas à mes amis à travers des médias. Je ne parle pas à mes frères à travers des médias. C'est mes principes de vie. Il y a des cadres où les frères et les amis se parlent. Alors, tout à l'heure, il y a environ 5 minutes, vous avez lâché un mot parlant d'une rumeur. Vous avez dit que des gens ont dit que le président Ouattara avait autorisé que vous rentriez en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes en train de nous dire ici que c'est lui qui vous empêche de rentrer à Abidjan? Non, 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 non. Moi, je n'ai pas encore dit cela. Mais il ne faut pas dire ce qui n'est pas vrai. Il faut éviter ces petites rumeurs inutiles. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Je n'ai aucun... Pardon. Bon, que Dieu fasse que je retourne chez moi. Mon âme même est déjà en Côte d'Ivoire. Je disais donc que je suis ici en Hollande. Et j'apprends. Des amis même viennent même me demander, mais Charles, il semble que vous rentrez bientôt en Côte d'Ivoire et que le président Alassane Ouattara a donné son accord. Ce n'est pas vrai. Je le dis, ce n'est pas vrai. Ma question, si c'était vrai, moi je n'ai pas l'habitude de me cacher. J'ai exprimé ouvertement mon désir de rentrer chez moi. Entre mon désir et la réalité, il y a un hiatus. Si un jour l'occasion m'est offerte de rentrer chez moi, mais je rentrerai chez moi. Mais pour le moment, je n'ai aucun contact avec le gouvernement ivoirien. Et je n'ai jamais eu cet accord. Parce que si cet accord avait été donné par le président Ouattara, le premier à être informé, ce serait d'abord moi-même le concerné. Je ne sais pas si c'est les réseaux sociaux qui sont informés avant moi. Et ça fait des mois que ce petit document-là circule sur les réseaux. Je ne sais pas c'est pour quel objectif. Mais ce n'est pas vrai. Il faut que les gens arrêtent de jouer avec la vie des gens. Alors ma question est simple. Est-ce que c'est l'accord du président Ouattara qui compte ou alors c'est la CPI qui doit décider si vous rentrez à Abidjan? Mais mon pays peut me réclamer aussi. Vous parlez d'accord. C'est comme si le président Ouattara s'était opposé à votre retour à Abidjan. Ça, ce sont des sujets d'État. Vous savez, qu'on n'est pas obligé de débattre sur ces sujets, sur ces plateaux. La vie d'une nation, elle est complexe. Moi, je n'ai plus 30 ans. Il y a des années en arrière, je vous aurais répondu tout à l'heure. Mais, je vous le dis, sachons raison garder. Moi, je ne suis pas de ceux qui accusent toujours les autres d'être à la base de leur malheur. C'est vrai que le président Alassane Ouattara est un adversaire politique à moi. Je ne partage pas sa vision de la société. Je ne partage pas sa gouvernance. C'est un fait. C'est un adversaire politique à moi. Je ne le considère pas comme un ennemi. J'ai même dit, je veux parler avec lui. Et sur ce plateau, je réitère encore ma proposition de parler avec le chef d'État ivoirien. C'est un fait que je suis un acteur politique. Je ne demande pas de venir boire un thé avec moi. Nous allons parler de la Côte d'Ivoire. De telle qu'elle est aujourd'hui et de la Côte d'Ivoire de demain. Il y a un temps pour se battre et il y a un temps pour faire la paix. Il y a un temps pour se battre et il y a un temps pour faire la paix. Il y a des Ivoiriens qui peuvent être nombreux ou pas, mais qui se reconnaissent en Charles Blé Goudé. Ils font partie des Ivoiriens dont il est le chef de l'État. Il est bon que cela soit su. Quand je dis encore que je veux parler à Alassane Ouattara, il y en a qui vont s'irriter, mais pourquoi il veut parler avec lui? C'est sa signature qui engage la vie de mon pays. C'est avec lui que je veux parler. Je ne le dis pas parce que parler avec lui ne veut pas dire que je vais rentrer en Côte d'Ivoire demain. Que je sois à l'extérieur, mais en Côte d'Ivoire, j'y ai des partisans, j'y ai des parents qui vivent là-bas. Et sa signature impacte la vie de ceux-là. Je veux parler avec lui. Je veux parler avec lui de la commission électorale indépendante. Je veux parler avec lui du découpage électoral. Je veux parler avec lui de la justice ivoirienne.
que tout le monde dénonce aujourd'hui. Est-ce que vous de lui sa avez candidature au fait... nom d'être président et d'être pour la présidentielle de 2020, parce qu'il y a une certaine ambiguïté également. Ça n'engage que lui. Depuis la création du Ça n'engage que lui. Oui. Alassane Ouattara nous a dit. Mais quelle est votre lecture? Il nous a dit qu'il est un homme de principe, Absolument. qu'il est un homme de valeur. Oui. Et je pense que nous l'observons. Et moi, je n'aime pas imposer mon agenda personnel aux autorités. Il faut laisser les gens, eux-mêmes, en âme et conscience, donner une trajectoire à leur vie. Chacun fait ce qui lui semble bon. Ensuite, la vie se charge de le sanctionner ou de le récompenser. Mais est-ce que c'est Il bon faut pour la laisser tout cela. stabilité politique de la Côte d'Ivoire, un éventuel troisième mandat ou troisième candidature du président Ouattara? Je ne parle En termes pas politiques. en termes d'individus. Je le dis toujours. Oui. Au-delà de la personne du président Alassane Ouattara, parlons de l'Afrique et de ses dirigeants. C'est tripatouage politique. C'est tripatouage de nos constitutions. Qu'on change comme on change sa chemise tous les matins. C'est le troisième mandat. Vous savez, la dernière fois Oui. que les Français ont touché à leur constitution. Mais regardez. Et pourtant, les présidents passent. Pour convaincre, pour pouvoir être au pouvoir, pour pouvoir se faire aimer par un peuple, ce n'est pas par le tripatouage de l'élection ou des constitutions. Respectons nos lois fondamentales. Au-delà du président Ouattara, moi je pense qu'il faut que l'alternance fasse partie désormais de la culture des Africains. Si on sait que nous venons au pouvoir pour une période bien limitée et qu'après on devient citoyen lambda, on respectera pendant qu'on est au pouvoir la vie du citoyen lambda. Mais il faut éviter de tripatouer les constitutions juste parce que on veut se maintenir au pouvoir avec la formule à laquelle on est désormais habitué du genre c'est le peuple qui le demande, c'est le peuple qui le demande. Vous avez rencontré le peuple où il vous a demandé cela. Ne vous substituez pas au peuple, cher président africain. Acceptez que Barack Obama a dirigé les États-Unis d'Amérique, il est parti. Et un autre président est au pouvoir. Et Barack Obama se porte bien. Le président François Hollande a dirigé la France, il est parti. Et la France est dirigée aujourd'hui par le président Emmanuel Macron. Et la France se porte bien. Mais je dis, pourquoi cela n'est pas possible en Afrique? Qu'il y ait une passation. L'Afrique a un problème de transmission et un problème de passation. Parce que des individus se confondent avec le pouvoir. Voilà ce que je voulais dire. Et je vous le dis, je vous en prie. Je ne veux pas réduire le problème à un problème d'Alassane Ouattara. Cela aurait-il été différent si c'était un autre président? Alors, la différence entre les différentes classes politiques en Afrique est-elle de degré ou de nature? La question est posée. Il faut y réfléchir. D'accord, on va parler un peu de la politique, hein, toujours en Côte d'Ivoire. Vous savez que votre pays ira aux élections en 2020. Il y a un débat en ce moment sur la composition et la crédibilité de la commission électorale. Quelle est votre position là-dessus? Je suis opposé à la prise en otage de la commission électorale par les partis politiques, qu'ils soient de l'opposition ou au pouvoir. Je demande aux partis politiques de la Côte d'Ivoire d'aller battre campagne et de laisser la commission électorale indépendante en paix. Ce n'est pas en étant surreprésenté d'un parti dans une commission qu'on se fera élire par le peuple. Malheureusement, c'est le cas. Que ce soit les partis au pouvoir ou les partis de l'opposition. Quand on est dans l'opposition, alors on va crier partout qu'on veut une commission électorale indépendante. Une fois au pouvoir, on veut s'accaparer cette commission. Mais parce qu'on n'a pas confiance en soi. Parce qu'on n'a pas confiance dans son projet de société. Ma proposition est ceci. Il faut laisser la commission électorale indépendante à des techniciens. C'est-à-dire C'est-à-dire des gens qui ne sont pas politiquement colorés. la société civile. Non, malheureusement, nos sociétés civiles aujourd'hui sont des hommes politiques déguisés. Ce sont des loups en peau d'agneau. Vous voyez? Qui proposez-vous alors? Mais je propose un homme d'une intégrité. On va me dire qu'en Côte d'Ivoire, on n'en trouve pas aujourd'hui, mais c'est grave. Si dans une société, on n'a pas aujourd'hui des hommes intègres. Monsieur Honoré Dié, que nous avons connu en 2000, sous un régime militaire qu'il a opprimé, mais il a tout fait pour donner aux Ivoiriens leur vote à l'assuré. Est-ce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un qui n'est ni RDR, ni PDCI-RDR, ni FPI, ni COGEP, qui n'a pas intérêt à ce que l'une ou l'autre partie
gagne les élections et que c'est la partie qui gagne et la seule partie qui en sort victorieuse, ce serait la Côte d'Ivoire. Ça c'est un. En ce qui concerne l'homme, des critères d'abord qu'on fixe, le profil qu'on fixe, avant de chercher l'individu qui puisse répondre à ces critères, à ce profil. Au lieu de chercher les individus, avant de venir poser le profil et les critères. Moi je pense que le problème que nous avons, que tous les partis politiques veulent prendre la commission électorale en otage. C'est cela qu'il faut éviter. Deuxièmement, les règles de fonctionnement au sein de la commission elle-même. Il faut les proposer. Moi, par exemple, je propose la vidéo. La vidéo? Oui. Que tous les PV qui viennent ne sont pas seulement écrits, mais que dans une vidéo, les représentants des différents partis politiques la filment, reconnaissent le résultat qui va maintenant partir et le disent. Et cette vidéo-là est un support qu'on envoie aux différentes étapes de la chaîne. Et ainsi donc, on est tranquille. Ça veut dire qu'on ne se fait pas confiance jusqu'à ce point en Côte d'Ivoire? Mais c'est pas seulement en Côte d'Ivoire, il y a un problème. Vous savez très bien qu'on ne se fait pas confiance. Pour vous, pour moi, il faut y introduire la vidéo. Ouais. Il faut y introduire la vidéo comme PV, comme résultat. Nous sommes, je prends un exemple, à Korogo, dans un bureau de vote. Les différents représentants sont autour du président du bureau de vote, qui donne le résultat par vidéo, mis sur un fichier certifié et qui est envoyé à la commission. Ainsi donc, ces vidéos-là servent de preuve, non falsifiables. Ça, c'est une proposition. Dans un pays où personne ne fait confiance à personne, parce qu'on sort d'une crise. Les gens ont peur de perdre le pouvoir, pour des raisons que je peux comprendre. Parce qu'ils veulent longtemps diriger la Côte d'Ivoire. Les autres veulent tout de suite reprendre le pouvoir. Parce qu'eux aussi veulent accéder au pouvoir. C'est cela qui est la vie politique. Maintenant, il faut la réglementer. Monsieur Charles Blé, et puis respecter ces règles-là. Oui. Pour vous, le processus est mal parti. Si j'ai bien compris, vous êtes contre ce qui se passe actuellement. Le processus est mal entamé. Alors, quelles peuvent en être les conséquences si rien n'est fait, si ce n'est pas recadré? La Côte d'Ivoire avance inexorablement vers une autre crise post-électorale, malheureusement. Ah bon? Ah oui. La tension monte. Personne ne se fait confiance. Les mêmes ingrédients qui étaient en place avant 2010 ont même doublé, ont même triplé. Parce que en 2010, il y avait deux camps en présence. D'un côté, le camp Ouattara, avec ses alliés. De l'autre côté, le camp Gbagbo, avec ses alliés. Mais aujourd'hui, vous avez le camp Ouattara, qui vient de perdre l'aile politique, avec le départ du PDCIRDA dans les Konabédi. Son aile armée, avec le départ de Guillaume Soro. Vous voulez faire allusion à la rébellion? Je ne fais pas allusion à la rébellion, vous avez bien compris ce que je dis. Alors, et maintenant, vous avez donc le camp Bédié, le camp Soro, le camp Gbagbo. Donc, les fronts se sont multipliés. Il y a un problème. Et un citoyen normal devrait s'inquiéter, et moi je m'inquiète. Il faut savoir lire la météo politique pour ne pas se laisser surprendre par les intempéries. C'est cela que je vois. Je n'invente rien du tout. Et on dira toujours, monsieur le président, non, il n'y a rien, tout est bouclé, tout est géré. Attention, s'il vous plaît, tirons les leçons de ce qui nous est déjà arrivé. Et ne servons pas aux Ivoiriens encore une aventure sans issue. Et chacun devait pouvoir, au-delà du constat, jouer un rôle. Pour ne pas que ce que nous craignons arrive à notre pays. Alors, et il y a une seule solution. Ouais, il faut s'asseoir pour discuter. Il faut que le président Ouattara et son équipe comprennent que ce n'est pas à eux de choisir les opposants en Côte d'Ivoire. Non, non, non. On ne choisit pas ses opposants. L'opposition, elle est là. Et on sait très bien comment on peut aller à une discussion sur le PDCIRDA. Le premier parti que la Côte d'Ivoire a connu. Et on dit on a discuté à l'opposition. Est-ce que c'est vrai? Deuxièmement, qu'on aime Laurent Gbagbo ou qu'on ne l'aime pas, aujourd'hui, il y a une bonne majorité des Ivoiriens qui se réclament de lui. C'est un fait. C'est pas un commentaire. Et même vous? J'en arrive. Comment donc on peut l'exclure de telles discussions? J'aurais été le président Ouattara, j'aurais demandé au président Gbagbo, envoyez-moi des émissaires, je vais discuter avec eux de la nation. Quand la nation brûle, le président de la République française reçoit le Marine Le Pen, reçoit toute son opposition.
Même Marine Le Pen, que les Français disent tout ce que vous savez, mais elle est reçue à l'Élysée pour que le chef d'État recueille ses propositions. C'est le regard du voisin qui vous permet de savoir qu'il y a une tache sur votre chemise. Mieux, tant que le crapaud n'est pas tombé dans l'eau chaude, il ne sait pas qu'il y a deux sortes d'eau. Alors, je pense que les Ivoiriens ont déjà expérimenté les muscles qu'on bande. Et le résultat, il est connu, malheureusement, il est triste. Il serait bien, à mon avis, que, au vu de ce constat triste, nous puissions nous asseoir, inventorier les problèmes qui sont là, courageusement y apporter des solutions. Nous en sommes forts. Et c'est même à l'actif du président Ouattara, à mon avis. Si rien n'est fait, peut-être que ce que vous vivez aujourd'hui, d'autres vont subir le même sort demain. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quelqu'un du camp Ouattara, même Alassane, peut se retrouver, pourquoi pas, à la haie. On n'en sait jamais. C'est pas mon souhait. Ah d'accord. Moi, je souhaite qu'on fasse en sorte que plus aucun Ivoirien n'arrive ici, à la haie. Non, c'est pas mon souhait. Je pense que c'est même une honte pour l'Afrique. Est-ce que nous ne sommes pas à même d'apporter des solutions à nos problèmes? Est-ce que nous sommes obligés de continuer de nous battre? Est-ce que nous sommes obligés de continuer de nous entretuer pour nous faire juger, soit à la haie ou ailleurs? Notre conscience porte notre premier juge, qui nous permet d'appréhender nos réalités, de tirer les leçons de ce qu'on a vécu, et puis de prendre de la hauteur. Moi, je lance encore cet appel au gouvernement ivoirien. Ce n'est pas une faiblesse que d'inviter son adversaire à discuter. Même quand on se croit fort, et même quand on est le plus fort, qu'on discute avec celui qu'on croit faible, c'est toujours une force. On peut faire l'économie de beaucoup de dégâts. Moi, j'ai peur pour la Côte d'Ivoire. Et c'est parce qu'en larmes que je vous parle. Pendant combien de temps allons-nous toujours accuser les autres d'être à la base de notre malheur? Regardez ce dont je vous parle. Est-ce que c'est la France? C'est pas la France. C'est nous-mêmes. Nous qui ne nous sentons jamais responsables de rien. Et ce sont toujours les autres. Mais faisons d'abord notre part avant d'interpeller l'autre. Remettons-nous d'abord en cause avant d'interpeller l'autre. Regardons-nous dans le miroir. Sommes-nous si propres comme on le prétend? Notre pouvoir, notre ambition sont-ils au-dessus de la vie de ces pauvres citoyens qui ont placé leur confiance en nous, qu'ils soient d'une partie de la Côte d'Ivoire ou d'une autre? Il faut faire attention. Créons une nation. Évitons de tout politiser. Merci. D'accord. Alors, au lendemain de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, et puis après l'accession du président Ouattara au pouvoir, on a beaucoup entendu parler de réconciliation entre les Ivoiriens. On en a tellement entendu parler que l'on s'étonne aujourd'hui et que vous nous dites que les ingrédients d'une crise post-électorale sont encore réunis en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et d'après vous, est-ce qu'il y a vraiment péril en lendemain? Je précise d'abord que moi, je n'invente rien. Je dis qu'il faut savoir lire la météo politique. Est-ce que Guillaume Soro est aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Non. Est-ce que ses partisans sont aujourd'hui en odeur de sainteté avec le pouvoir actuel? Non. Est-ce que les partisans du président Bédié, du PCRDA, sont en odeur de sainteté avec leurs alliés d'hier? Non. Est-ce que les partisans du président Gbagbo ou les présidents de COGEP sont aujourd'hui en odeur de sainteté avec le pouvoir en place? Non. Il y a donc péril à la demeure. C'est la météo politique qu'il faut savoir lire, pour ne pas que les intempéries nous surprennent. La réconciliation. Donc cette réconciliation, tout le monde le dit. Oui. Tous les observateurs de la crise politique, de la scène politique en Côte d'Ivoire, sont unanimes. Disent, c'est pas moi qui le dis. En le disant, ce n'est pas lancer la pierre à quelqu'un. La réconciliation a été un échec. Ou du moins, ce n'a pas été ce que l'on souhaitait, pour parler ainsi. Vous comprenez? Cela ne veut peut-être pas dire que rien n'a été fait, mais peut-être qu'il y a encore des efforts à fournir. Moi, je salue le président Ouattara pour sa loi d'amnistie, pour sa mesure d'amnistie, qui a permis à certains exilés de venir. Mais je voudrais lui demander de faire plus. Il y a eu la Côte d'Ivoire du Faubourg. Il y a eu la Côte d'Ivoire d'Henri Konabédé. Il y a eu la Côte d'Ivoire de Guy Robert. Il y a eu la Côte d'Ivoire de Gbagbo Laurent. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui a accouché la Côte d'Ivoire et que c'est sa propriété. Mais ça veut dire qu'en ce moment-ci, c'est lui qui la dirige. Il est le maître à bord. Donc c'est à lui de faire des efforts
pour qu'il laisse des empreintes positives. Et que derrière lui, il ne laisse pas la tempête. C'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas seulement de chercher un dauphin, mais le dauphin qu'on laisse, on le laisse dans quelles conditions? C'est de ça qu'il s'agit. Chers amis, moi je voudrais donc vous dire que la réconciliation, il ne faut pas en faire un slogan. Il ne faut pas en faire du théâtre. Il faut poser des actes concrets. Voilà tout ce que je Est-ce que vous pensez qu'à Abidjan, il y a des gens qui ont intérêt à ce que la situation soit maintenue en l'état, à ce que les Ivoiriens n'arrivent pas à se parler? Est-ce qu'il y a des gens qui tirent des dividendes politiques d'une telle situation? Oh, je ne veux pas lancer la pierre à qui que ce soit. Ce n'est pas ma ligne actuelle. Ma ligne actuelle, c'est d'emmener les uns des autres à adhérer au processus de réconciliation pour que notre pays évite encore une autre crise post-électorale. Mais une guerre, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire ou en Afghanistan, il y a toujours des gens qui ont dividendes. Il y a l'économie de guerre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce que la paix n'arrive pas. Parce que eux, dans une situation comme celle-là, ils y ont des profits. Est-ce que je les connais? Je n'en sais rien. D'accord. Alors, on va peut-être changer de chapitre pour parler une fois de plus de cette procédure que vous envoyez ici à la haine. Pas en profondeur, vous y étiez avec le président Laurent Gbagbo, qui aujourd'hui, après avoir été acquitté, se trouve à Bruxelles. Est-ce que vous êtes en contact, vous, à la haine, lui, à Bruxelles? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Un père, il y a un cadre pour lui parler. Et je considère le président Gbagbo comme mon père. Que je le veuille ou non, nous sommes liés aujourd'hui juridiquement. C'est un fait. Oui. L'histoire nous a liés. Politiquement. Et la procédure dans laquelle encore nous lie. Et les valeurs nous lient. C'est même pour ces valeurs que j'ai adhéré à sa politique. C'est ça qu'on appelle... Je ne vois pas pourquoi je peux venir sur un plateau de télévision. Je ne sais pas pour rassurer qui que ce soit. Mais je le répète encore, le président Gbagbo et moi, on n'a jamais dit à qui que ce soit que nous avions un programme téléphonique. Mais de toute façon, vous restez fidèle à Laurent Gbagbo, spirituellement. Mais bien sûr que oui. Au-delà des valeurs, au sujet des valeurs. Oui. Moi, j'étais étudiant. J'ai souvent pris le bus pour aller écouter Gbagbo Laurent. Je n'avais pas d'argent. Je me mettais avec certaines personnes pour aller m'abreuver à ses discours. C'est quelqu'un qui, j'allais dire, a constitué comme un déclencheur qui m'a amené à aimer la politique. Il vous a inspiré? Il m'a inspiré, merci beaucoup. Tout comme les, j'allais dire, footballeurs veulent ressembler à Didier Drogba, à qui sais-je encore, Yaya Touré, ou c'est Salah, il s'appelle. Mohamed Salah. Mohamed Salah, ou à Sané. Je pense que moi aussi, j'ai mes modèles. Et Gbagbo Laurent fait partie de mes modèles. Comme Nelson Mandela fait partie de mes modèles. Voilà des gens à qui je vais ressembler. Voilà. Vouloir leur ressembler veut dire que les valeurs qu'ils défendent font en sorte que ces valeurs-là, je m'en imprègne et que je les partage avec mes concitoyens. C'est de cela qu'il s'agit. Voilà. Alors nous allons parler un peu de la politique extérieure de la Côte d'Ivoire. Nous venons d'un pays qui est le Burkina Faso. Nous sommes partis de Ouagadougou, un pays voisin de la Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, que pense Charles Blé Goudé des relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina? Est-ce que d'après vous, tout va bien? Écoutez, ne nous voilons pas la face. Il y a eu un problème entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. C'est un fait. Et certains Ivoiriens ne sont pas contents de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Parce que c'est un secret de polichinelle que de dire que la rébellion qui a attaqué la Côte d'Ivoire a été nourrie, blanchie au Burkina Faso. Quand même les différents acteurs ont été en clash, beaucoup de révélations ont été données. Des acteurs m'ont dit, mais Guillaume Soro, même celui-ci, c'est moi qui lui donnais celui-ci ou cela. Au moment où il avait besoin de ça, c'est un fait. Mais je ne vais pas discuter de cela. Je le dis. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'Allemagne et de la France. Nous sommes voisins de Burkina Faso. C'est normal que dans le processus de notre vie, nous connaissions des soubresauts. On ne va pas passer tout notre temps à pleurer sur le passé. Nos différents peuples souffrent. Nous sommes entrelacés. Il faut que nous regardions droit dans les yeux ce passé-là et puis y apporter une solution. La seule solution, c'est possible ici. C'est qu'au-delà de la réconciliation nationale dont on parle, il faut une réconciliation et une paix sous-régionale. À mon avis. Et cela germe dans ma tête. Et j'ai déjà rencontré plusieurs acteurs politiques burkinabés, des élus ou des amis simplement qui ont grandi dans ma région.
Et nous avons ce projet-là en gestation. Moi, je voudrais dire au peuple burkinabé, et je le dis, nous sommes des peuples frères. Nous sommes si entrelacés. Nous n'avons pas le choix. Nous n'allons pas parler en termes de forts et de faibles. Parlons en termes de complémentarité. Le 30 et 31 octobre 2014, les Burkinabés ont organisé une sélection qui a malheureusement emporté le président Blaise Compaoré, qui se trouve aujourd'hui à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Alors, déjà, quelle est votre appréciation du fait que Blaise Compaoré se retrouve en Côte d'Ivoire? D'abord, ce n'est pas de mon fait. C'est du fait de l'histoire. Et cela me ramène encore à ce que je veux dire. Comment vous avez vécu le La longévité au pouvoir. Et à un moment donné, on se croit tellement fort qu'on se dit, écoute, on peut se permettre tout sur le peuple. Oubliant que le peuple, même sans armes, peut se faire droit. Parce que le peuple burkinabé a cru bon et c'est ce qu'il a fait. Moi, je n'ai pas de commentaires. Moi, je respecte l'histoire des pays voisins. Ils ont estimé qu'ils avaient besoin de changements pour passer à autre chose au Burkina Faso. Je pense que cela est à saluer. Mais je ne peux pas applaudir le fait qu'un citoyen soit hors de son pays. Je sais ce que c'est comme douleur. Je ne peux pas applaudir les malheurs de Blaise Compaoré. C'est un citoyen burkinabé. Même si pour se protéger, il a pris la citoyenneté ivoirienne. Mais tout cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans nos nations. Il faut revenir aux fondamentaux africains. Et moi, je vous le dis, rassurez-vous, je ne suis pas de ceux qui applaudissent ce qui arrive au président Blaise Compaoré. Oui, mais de toute façon, même si c'est vous qui étiez au pouvoir actuellement à Abidjan, vous l'aurez accueilli. On ne sait jamais quand on est étranger. On ne sait jamais quand on est étranger. On ne choisit pas souvent d'aller en exil. Il y a ceux qui veulent donc de meilleures conditions de vie. Donc économiquement, ils vont donc en exil. Ça, c'est des exilés économiques. Mais il y a ceux que les circonstances de l'histoire obligent à quitter malheureusement leur terre natale. C'est le cas de Blaise Compaoré. Moi, je ne peux pas applaudir ça. Si je pouvais, je lui aurais donné, j'étais couvert. Parce que c'est une vie humaine. C'est une vie humaine. C'est tout. C'est ce que moi je voulais dire. Alors, après l'insurrection au Burkina Faso, il y a eu bien évidemment la transition qui a été stoppée par un coup d'État de courte durée, certes, mais dans le processus judiciaire qui a suivi justement le coup d'État, on a cité des personnalités ivoiriennes, dont l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Qu'est-ce que ça vous fait en tant qu'Ivoirien? Non, je pense que les autorités de mon pays ont annoncé à un moment donné que des démarches diplomatiques étaient en cours pour toujours, je vais dire, apporter une solution à ce problème-là. Est-ce que vous là où on parle de diplomatie, on parle de discrétion. Et moi, je ne peux pas venir sur un plateau commenter ce que les autorités de mon pays ont traité d'un sujet diplomatique. Vous savez, ces sujets sont tellement sensibles. Je ne suis pas de ceux qui applaudissent le malheur des autres. J'ai entendu parler de tout cela. Moi, je pense que quand on ne peut pas apporter une solution à un problème, il faut éviter d'attiser. Aujourd'hui, je peux applaudir parce que ce n'est pas moi. Demain, l'autre applaudira parce que c'est moi. C'est tout cela qu'il faut arrêter. Et c'est ce que j'appelle tirer les leçons. D'abord, au niveau des autorités, tout est là. Et au niveau des peuples. Mais malheureusement, c'est les différents peuples, burkinabés et ivoiriens, qui n'ont aucun problème l'un contre l'autre, qui en souffrent. Vous voyez? Je reviens toujours au peuple, qui paye les pots cassés. Alors, on va vous dire tout de suite, les burkinabés et les ivoiriens sont à côté de tout. Ce n'est pas vrai. Il faut éviter de confondre le Burkina officiel, la Côte d'Ivoire officielle, et les peuples ivoiriens et les peuples burkinabés. Moi, je vais vous donner un exemple. On m'a accusé d'être contre les burkinabés. En fait, le Burkina n'aime pas les burkinabés. Je l'ai lu ça et là. Le savez-vous? En Côte d'Ivoire, dans ma maison, je n'ai pas dit chez mon voisin, dans ma maison, habitait Valentine Tiemtolé. Une burkinabé. Des pères et des mères burkinabés. Pourquoi? Parce que Valentine Tiemtolé est née dans la maison de mon père, à Guibéroua. Nous avons grandi ensemble. Elle n'était pas chez moi comme ma servante. Elle est ma petite soeur. Elle demeure ma petite soeur. Elle parle plus mon ethnie que le Moré ou le Moussi.
Alors, ceux qui bavardent tiennent tant les Burkinabés. Combien de Burkinabés ils ont chez eux? Parce qu'aujourd'hui, les gens disent ce qu'ils ne savent pas. Et jusqu'aujourd'hui, je suis en contact avec Valentine. Elle est encore chez mes parents, bien que je sois ici. Elle n'est pas allée au Burkina, elle est allée chez mes parents. Et quand elle est chez moi à Kogolobri, à Dibiroua, mais personne ne la traite de Burkinabé ou de qui que ce soit. Elle fait partie de notre vie. C'est là qu'elle est née. Elle est même plus étrangère au Burkina qu'en Côte d'Ivoire. C'est moi, Charles Blegoudé. Chez moi qu'elle a habité. Mais je lui ai ouvert un magasin, ma soeur, pour qu'elle vive décemment. J'étais le parrain de son mariage. Les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Les problèmes politiques sont différents de notre quotidien, à mon avis. Il ne faut pas tout politiser. Et avant de juger l'autre, il faut l'approcher. Connaissez-vous particulièrement le Burkina Faso? Malheureusement, j'y ai jamais été. Je connais l'histoire un peu de Burkina Faso. C'est quand même étonnant, vous avez été ministre, vous êtes un homme politique, vous avez voyagé, vous êtes allé partout sauf au Burkina. Les circonstances dans lesquelles j'ai été ministre ne me permettaient même pas d'aller au Burkina. 3 mois. Et même de sortir de la Côte d'Ivoire. Et les circonstances et la période dans laquelle j'ai été ministre. Est-ce que en 2010, je pouvais aller au Burkina? Pendant que mon pays même était à feu à sang. Je ne pouvais pas aller au Burkina. Pendant que les négociations se menaient. Ah oui, mais je ne faisais pas. Oui, mais ceux qui représentaient la Côte d'Ivoire étaient dans une délégation de laquelle je ne faisais pas partie. Ils sont connus. Vous comprenez? Cela ne veut pas dire que j'ai... C'est vous qui refusiez ou bien vous n'étiez pas associé à la mission? Mais je vous ai toujours dit que je ne faisais pas partie des dirigeants de la Côte d'Ivoire à cette époque-là. Voilà, vous me donnez encore raison. Cher ami, moi j'aime le peuple burkinabé. J'aime la culture burkinabé. Et je vous explique. J'ai encore été séduit en octobre 2014, quand j'étais en prison. Où j'ai vu, pendant que le peuple était dans la rue et que tout était incertain, à un moment on a su un calme. Tout le monde était à l'écoute de quelque chose. Et chacun se demandait, mais qu'est-ce qu'ils attendent? Et puis on nous montre une image à la télévision. Une image qui m'a marqué. J'ai vu des hauts gradés de l'armée. C'est-à-dire ceux-là qui commandent ceux qui ont les fusils, qui ont la gâchette que tu es. Je les ai vus presque en signe de soumission devant une autorité qui était assise comme ça. En tenue traditionnelle. Le Moro Naba. Une personnalité, un symbole moral et culturel au Burkina Faso. Il n'est pas le président du Burkina Faso, mais il est le symbole de la culture burkinabé. Ça m'a séduit. Ça m'a séduit. Et ça me séduit jusqu'aujourd'hui. J'ai du respect pour le peuple burkinabé. Et à partir de là, tout est devenu calme. J'aurais voulu que cela existe aussi chez moi. Malheureusement, chez moi, ce sont les chefs traditionnels qui proposent un troisième mandat au président Alassane Ouattara. Ils sont nombreux aussi. La Côte d'Ivoire, c'est également un pays de tradition. Les chefs coutumiers sont à Abidjan. Dans d'autres villes, ils sont respectés, n'est-ce pas? Ils sont organisés en chambre des chefs coutumiers. Je dis, c'est eux qui proposent un troisième mandat au chef de l'État. Oui. Ils font partie peut-être de ceux qui proposent. Non, c'est eux qui parlent au nom des chefs coutumiers. Eux qui devaient apaiser la tension, qui devaient faire en sorte que les acteurs s'asseyent. Là où on dit qu'il faut respecter la règle et la constitution, c'est eux qui disent non, nous proposons un troisième mandat. Après, leurs porte-parole, en tout cas pas eux tous. Et souvent les porte-paroles prétendent parler au nom de tout le monde, mais ce n'est pas toujours la réalité. Mais je veux dire ici qu'au-delà de la culture occidentale qui régit aujourd'hui nos nations, il ne faut pas abandonner nos racines. La plupart des pays qui ont émergé et qui concurrencent aujourd'hui les économies au niveau mondial sont des pays qui ont conservé leur culture et qui ont fait la promotion politique de leur culture. Je cite la Chine. Je cite l'Inde. Mais nous ne sommes ni occidentaux, ni africains. On est ici, on est là, et finalement on n'est rien. On est perdu. On est perdu. Et c'est ce qui fait qu'on ne sait pas quel modèle économique, quel modèle politique. On est hybride. Et c'est un problème. Faisons le choix, soit d'être carrément occidentaux, ou alors d'être nous-mêmes. Et puis on est ouvert. Je n'ai pas dit qu'on se ferme. On peut être ouvert et peut être soi-même. Le Burkina me séduit pour ça. C'est vrai qu'il y a des soubresauts en ce moment au niveau du djihadisme, mais ils n'ont pas choisi. C'est leur proximité dans cette zone-là qui le fait. Mais au niveau du peuple et de ses fondamentaux, il y a un respect. Et on n'a pas eu tort d'appeler ce pays-là le pays des hommes intègres.
Moi, ce pays me séduit. Je ne le dis pas parce que je suis face à vous. C'est ce que je pense fondamentalement. Et je ne suis pas partisan de la langue de bois. Après la transition au Burkina, il y a eu des élections dont les résultats ont été salués. Un président élu, Rochmar Président Kabouré, c'est son nom. Est-ce que vous le connaissez particulièrement? Est-ce que vous avez des contacts avec lui? Non. Vous savez, là où j'étais, nos amis ne sont pas nombreux quand on est en prison. Surtout quand on est chef d'État. Voilà, en exercice surtout. Voilà. Et puis, le dossier dans lequel nous étions est un dossier plus ou moins que tout le monde fuyait. Vous voyez? Mais moi, je n'en veux à personne. Moi, j'ai salué le fait que les Burkinabés ont été aux urnes. Ils ont élu un chef d'État. Il n'y a pas eu de grabuge au Burkina. Et ce pays-là fonctionne aujourd'hui. Je dis, on ne se bat pas autour d'une pauvreté. La Côte d'Ivoire fait partie des pays qui ne sont pas des pays industrialisés. Le Burkina Faso également. Que nos difficultés nous unissent. Moi, je salue le peuple burkinabé qui, aujourd'hui, essaie de se faire maître de son destin. Quand un peuple va aux urnes, il faut lui ramener son choix. C'est important. Monsieur Charles Blé Goudé, si demain ou après-demain, la Cour pénale internationale vous donnait totalement le feu vert de partir, sauf en Côte d'Ivoire, si vous devriez choisir de venir, le Burkina Faso, ça vous tenterait? Bien sûr. Je vous le dis, je suis déjà en contact avec... Avec plaisir. Mais je suis déjà en contact avec des amis burkinabés que je ne voulais pas exposer ici. Des élus avec qui nous discutons d'un projet. Ensuite, j'ai contacté d'autres camarades maliens, aussi de notre génération. J'ai posé le problème sur la table. J'ai dit, mais, chers amis, s'il est vrai que nous sommes les dirigeants de demain, parce que dès maintenant, nous pourrons poser les bases de relations conviviales de nos États. On parle, certes, de réconciliation dans nos différents États, mais est-ce qu'on ne pense pas que le Burkina, le Mali et la Côte d'Ivoire devraient aussi entamer un processus de réconciliation? Cela est très important. Et cela mettrait nos peuples à l'abri de surprises désagréables. Plus nous sommes amis, plus nous nous parlons, plus on s'avertit l'un et l'autre d'un éventuel danger. Parce que quand le champ du voisin brûle, il ne faut pas tout de suite rire. Il faut l'aider à éteindre ce feu-là. Quand on frappe le lézard, le Mawouya s'apprête. La Côte d'Ivoire... C'est pourquoi, oui. moi, je vous le dis tout net, je pense que c'est une nécessité que les différents peuples voisins, la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Mali, qui ont connu des soubresauts dans leurs relations, puissent engager un processus de réconciliation. Et moi, je fais partie de cela. Pour cela, quand je viendrai en Côte d'Ivoire un jour, moi, en tout cas, je voudrais visiter le Burkina Faso, mais pas en touriste. Alors, parce que quand vous venez en touriste, on vous montre souvent les bons endroits. Vous comprenez? Oui. Alors que les réalités sont ailleurs. Je veux parler avec mes frères burkinabés. Je veux parler avec mes soeurs burkinabés. Je veux leur dire que je ne suis pas le monstre qu'on leur a décrit, qu'on leur a dépeint. Que je suis leur frère. Victime aussi d'une politique internationale, comme eux. Et qu'on peut se parler. Oui, vous parlez déjà d'une réconciliation entre Ivoiriens et Burkinabés. Déjà, il y a des pactes qui sont là et qui vivent, comme le traité d'amitié, de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Pour vous, ce n'est pas suffisant. Ça, ce sont des papiers. Ce sont des lettres sur papier. C'est comme je vous parlerai de lui et moi. Et qu'on vous dira, il n'y a plus de barrière entre les différents États africains. Parce qu'il y a la CEDEAO, parce qu'il y a lui et moi, parce que c'est un traité de libre-échange et de circulation des biens et des personnes. Mais savez-vous, combien le Burkinabé dépense quand il quitte Ouagadougou pour arriver en Côte d'Ivoire sur la route? Les tracasseries. Les tracasseries. Il faut payer dans des caisses noires. Là où on nous dit qu'il n'y a plus de barrières. Vous avez quitté la France pour venir me trouver ici aujourd'hui, en Hollande. Combien vous payez sur la route? 0 francs. 0 francs. Ça, c'est l'Union européenne. Donc, il n'y a pas de barrière. Et vous avez vécu dans le fait qu'il n'y a pas de barrière. Mais pendant qu'on est au micro, au forum international, on parle de la CEDEAO, de l'UEMOA, des traités d'amitié. Mais sur la route, il n'y a pas de UEMOA. Sur la route, il n'y a pas de CEDEAO. Parce qu'entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, et le Togo, et le Bénin, sur la route, en dehors du ticket de transport que le pauvre citoyen paye, ils sont raquettés sur la route. Quand vous arrivez, on vous dit, il y a quelqu'un qui est assis là-bas, sous un appartement, il faut aller donner 1000 francs.
Vous ne répondez C'est pas. selon. Vous ne Je répondez réponds pas à votre question pour vous dire que toutes ces lettres qu'on couche sur papier, ça c'est de la théorie. Revenons-en aux réalités. Les réalités, c'est que les traités, il faut les actionner, il faut les activer. Pour que cela soit dans la pratique, dans le quotidien. Pour que le peuple puisse ressentir cela. Et donc, il faut organiser des rencontres entre peuples, au-delà des dirigeants. Voilà ce que je veux dire. Et je pense que je suis assez clair. D'accord, c'est suffisamment clair. Alors, quelle est votre vision pour l'Afrique? Parce que quand on vous écoute, votre réflexion va au-delà de la Côte d'Ivoire. Et on sait que l'Afrique, c'est un continent qui est vu comme sous-développé. Alors, quelle est votre vision que vous avez, la vision que vous avez pour le développement de tout le continent africain, et notamment en matière de coopération entre États? Vous savez que quand je pense à cette question, moi j'ai souvent mal. D'abord, il faut que l'Afrique cesse d'être le fardeau du reste du monde. Mais plutôt chercher à être utile au reste du monde. Personne n'aime traîner un fardeau. Personne. Mais par quoi cela passe? Par une prise de conscience des élites africaines. Ceux qui ont été formés dans nos écoles, qui même souvent ont été à l'école, en Occident, ont fréquenté les mêmes grandes universités, privées comme publiques, avec les actuels dirigeants européens, sont complexés, n'ont pas confiance en eux, n'ont pas encore compris leur rôle en tant que dirigeants africains. Toujours tendre la main qui donne et la main qui ordonne. Celui qui vous entretient, il vous tient. Quand l'Afrique a compris cela, elle aura déjà fait un pas vers son développement. Nous avons nos matières premières. Nous avons la forêt. Nous avons la savane. Nous avons l'eau. C'est que les autres cherchent. Et nous avons faim. Parce qu'on nous dépeint que l'Eldorado, le paradis, c'est l'autre côté. Ce n'est pas vrai. Je ne demande pas aux Africains d'être fermés. On peut être ouvert au reste du monde. Et puis soi-même chercher à être utile. Ensemble. Tant que nous sommes morcelés. Tant que nous sommes balkanisés. Qu'au lieu de parler en termes de complémentarité, qu'entre nous, au lieu d'actionner une coopération sud-sud entre nos pays africains pour constituer un grand marché qui peut être utile au reste du monde, nous donnons la place au cafard. C'est-à-dire quand le mur est lézardé, tout de suite, vous donnez place à la division. Une Afrique divisée, qui ne parle pas en termes de complémentarité, qui ne crée pas un marché qui peut être utile au reste. Un marché commun. L'Europe a créé un marché commun, a fixé des règles. Parce que l'Europe a vu le danger de l'Asie. Parce que l'Europe a vu le danger de la Chine. Parce que l'Europe a vu le danger du Brésil. Mais nous, quand on dit que l'Afrique est le continent de l'avenir, mais est-ce qu'on s'est posé une question? L'Afrique est le continent de l'avenir pour qui? Pour les Africains ou pour les autres? Est-ce que c'est parce qu'on ne peut plus aller conquérir les marchés en Asie? Parce que ces pays sont devenus plus forts, qu'on tourne le regard vers l'Afrique, qui est maintenant fertile, que c'est un continent de l'avenir pour eux, ou alors est-ce que c'est le continent de l'avenir pour les Africains eux-mêmes? Il faut qu'on y réfléchisse. Comment nos matières premières peuvent être valorisées? Comment notre agriculture peut être modernisée et mécanisée? Comment on peut se mettre ensemble? Quelle est la population africaine? Au niveau sous-régional de la CEDEAO, nous sommes combien? Comment incitons-nous nos populations elles-mêmes à construire un marché qui consomme ce qu'on produit? Allons-nous toujours importer? C'est important. Il y a autant de questions qui se posent à l'Afrique. Moi, pour autant que je pose ce constat, je ne suis pas un afro-pessimiste. Je crois en l'avenir de l'Afrique. C'est pourquoi je fréquente des jeunes burkinabés qui sont, en tout cas, de la même génération que moi. C'est pourquoi je fréquente des jeunes maliens. C'est pourquoi je fréquente des jeunes togolais. Ainsi de suite. Pas pour aller contre quelqu'un, mais pour que demain, nous soyons des dirigeants qui puissent valoriser
nos différentes nations, mais aussi collectivement notre continent. Le faire n'est pas être contre une autre nationalité. Moi, je pense que en nous mettant ensemble, nous sommes encore beaucoup plus forts. Moi, je n'aurai jamais la force Vous y étiez... de combattre mon frère, Oui. tout comme de combattre l'autre. Je veux qu'on soit utile au reste du monde. Vous voyez? Au lieu de passer notre temps à nous calomnier, à nous battre les uns contre les autres, pensez qu'en allant, on peut dire qu'on est plus utile que l'autre, soyons forts ensemble. Moi, je pense que cela est possible. L'Europe essaie de tirer les petites nations. Il y a les nations en Europe que je ne vais pas aujourd'hui nommer, qui étaient en difficulté, mais que l'Allemagne, la France, avec d'autres nations qui étaient fortes, se mettent ensemble. Mais l'euro est basé sur quoi? Sur le Deutschmark. Alors pourquoi les nations fortes africaines, au lieu d'écraser les autres qui sont leurs frères, ne peuvent pas aussi les épauler pour rendre l'économie dynamique? Et la politique Voilà ce que je voulais france-africaine? Ça, c'est un autre débat. Parce que vous aviez toujours dénoncé cet état de fait. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui la donne a changé? Non, mais est-ce que les pratiques ont changé? Je vous pose la question justement. Non, vous êtes plus dehors que moi. Mais on peut en parler si vous voulez. Mais bien sûr, on est ouvert. Mais je vous dis que moi, je combats des pratiques. Je ne combats pas des individus. Moi, je souhaite. Parce que Je souhaite qu'on laisse les peuples africains choisir librement leurs dirigeants. Monsieur Mais en Charles même Bégoudé, bon, allez-y, la politique de la France en Afrique sous Sarkozy, est-ce toujours la même chose actuellement avec Macron pour vous? Est-ce que... Oui, allez-y. Je trouve le président Macron beaucoup plus ouvert. Je le trouve beaucoup plus ouvert parce que d'abord, il énonce qu'il faut laisser l'Afrique décider d'elle-même. Mais en même temps, il défend les intérêts de son pays, de son peuple, pour qu'il est élu. En face, s'il trouve d'autres dirigeants qui eux aussi ont compris qu'autant le président français défend les intérêts de son peuple et de son pays, autant eux aussi peuvent, sans force aucune, défendre aussi les intérêts de ceux qui les ont mis en mission, c'est-à-dire leurs différents peuples. Le problème, ce n'est pas les autres. Évitons et arrêtons de toujours accuser les autres d'être à la base de nos malheurs. Remettons-nous en cause, puis mettons-nous au travail. Mais comment cela peut se faire justement? Parce que vous avez expliqué, mais aujourd'hui, force est de reconnaître que l'Afrique, dans sa globalité, est sous emprise, j'allais dire, française. Ça, c'est une certitude. Oui. Rien ne se décide en Afrique, mais en Europe, particulièrement en France, oui, ou en Belgique. Oui. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Il a une prise de conscience d'abord, sans bousculer forcément les habitudes. Pour moi, étape par étape, l'Afrique peut être utile. Je préfère parler ainsi. L'Afrique peut être utile au reste du monde sans être soumise au reste du monde. Parce que d'abord, on ne peut pas opérer un changement avec un esprit. Lui-même refuse de changer. Le premier changement va s'opérer dans nos mentalités en tant qu'Africains. Pour dire que ce qui vient de l'autre côté de la Méditerranée n'est pas forcément ce qui est bon. Dans un premier temps, se décomplexer de tout cela. Une fois qu'on est décomplexé au niveau mental, on peut agir. Parce que vous ne pouvez partager avec votre environnement immédiat que ce que vous possédez vous-même. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, cher ami, moi, je pense que je ne parle pas en termes de Sarkozy, en termes de Macron, en termes de Chirac, par son âme, ou en termes des autres chefs d'État. Je parle en termes de système, de pratiques. Qu'est-ce que l'Afrique elle-même propose au reste du monde? Souvent, nous mendions même la pensée des autres. On demande même que les autres viennent nous commander, sans même qu'eux-mêmes veulent nous commander. Parce qu'on estime que quand ils ne sont pas là, on n'est pas valorisé. Malheureusement, c'est à cela qu'on est confronté. Mais ce n'est pas, je veux dire, tout n'est pas perdu. Ce n'est pas perdu et je veux dire que ce n'est pas une fatalité. C'est ce que je voulais dire. Ah, il faut des sacrifices, hein, parce que là, beaucoup ont payé le prix. Ceux-là qui ont essayé, la plupart ne sont pas là. Vous voyez, Kadhafi, Thomas Sankara, ils sont nombreux. Alors, il faut y laisser la vie. Non, on n'est pas obligé forcément d'y laisser la vie. On peut y laisser des idées. Si les idées nous défendent, si les idées, pardon, nous dévancent, et que nous pensons
que dans un premier temps, nous, Africains, on n'est pas forcément obligé de nous battre entre nous d'abord. Et qu'ensemble, face à l'autre, on fait des propositions. Quand l'Europe bouge, elle bouge en tant qu'Europe. Même quand aujourd'hui une nation essaie de faire une propre politique à elle en dehors de l'Europe, elle est sanctionnée. Quand est-ce que l'Union africaine va-t-elle défendre les intérêts des peuples africains? C'est une problématique à laquelle les élites africaines doivent apporter une réponse. On pourra vous dire déjà qu'il y a des débuts de solutionnement quand on a ce projet de monnaie unique pour les États de l'Afrique de l'Ouest, même si certains chefs d'État comme celui de la Côte d'Ivoire et du Sénégal y sont opposés. Ils sont des grands défenseurs du franc CFA que nous avons en ce moment dans nos États. Alors, quelle est votre vision justement sur cette monnaie unique? Est-ce que c'est une bonne chose pour la communion entre ces États? Pour moi, il faut savoir poser le problème. Je ne poserai pas le problème en termes de ceux qui sont écrasés et ceux qui écrasent. Je pose le problème en termes de souveraineté. La monnaie fait partie de la souveraineté des États. Est-ce que c'est normal qu'un autre État gère la monnaie d'un autre État indépendant comme lui? Une fois que ce problème est posé, ceux qui, en son temps, étaient les concepteurs de cette monnaie-là, d'il y a des années en arrière, par rapport à leur réalité de l'époque, s'étaient-ils trompés à cette époque-là? Peut-être non, peut-être oui. Mais est-ce que les circonstances et les réalités qui ont guidé la conception du franc CFA à l'époque sont aujourd'hui les mêmes? Est-ce que cette politique de monnaie de CFA s'applique aujourd'hui à des individus avec les mêmes mentalités et les mêmes réalités? Est-ce qu'on peut s'asseoir pour discuter sans animosité? Voilà ma proposition. D'accord, on va peut-être terminer cette émission parce qu'on a pris beaucoup de temps avec vous. On sait que vous êtes occupé. On va parler en 2-3 questions de vous, de votre vie, même si vous n'aimez pas qu'on parle de vous-même. Alors dites-nous, est-ce que Charles Blé Goudé croit en Dieu? Mais bien sûr que moi je crois en Dieu. Moi je crois en Dieu, mais en tant qu'un leader d'une nation laïque, je trouve déplacé et je ne trouve pas bienséant de venir sur des plateaux de télé pour étaler ma croyance. Dans mon pays, il y a certes des chrétiens, il y a des musulmans. Et quand on est leader pour tous ceux-là. Et il y a la politique que je ne confonds pas du tout avec les croyances. Vous comprenez? Dieu a dit, Dieu a dit. Dieu parle trop ces derniers temps. Et à tout le monde. Est-ce que vous êtes culturel aussi? Donc moi, je crois en Dieu. Mais je crois qu'il, quel que soit son nom, mais je ne trouve pas bienséant de venir sur un plateau de télé pour en parler. Voilà. Que s'est-il passé avec votre licence en temps avant d'aller... parce qu'on dit que ça a été truqué. Oui, ça fait partie de ceux aussi qui me traitent d'assassin. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Mais il faut leur demander. Mais vous êtes le principal concerné. Oui, mais ma position, elle est toujours connue. Je suis titulaire d'une licence en anglais. Oui. En plus, je suis à Manchester quand je suis revenu. J'ai soutenu encore en 2008 mon DSS en communication politique. Et donc, j'attends les bavards. On m'a même dit comment... Je vais vous mettre à l'aise. On a même dit qu'on m'a renvoyé de l'université de Manchester à cause de cette histoire, mais ce n'est pas vrai. J'ai quitté librement Manchester pour venir au chevet de ma patrie qui était agressée. Alors, tantôt je suis assassin, tantôt je suis un tricheur. Non, je ne serai jamais ce que les gens veulent que je sois. Je suis Charles Blé Goudé, je suis mon chemin. Pour que quelqu'un triche en anglais, cela veut dire qu'il ne comprend pas anglais. C'est ce que ça veut dire. Envoyez-moi n'importe quel journaliste anglais, je parle avec lui. Quand vos confrères de France 24 sont venus me voir, nous avons fait l'émission et en français et en anglais. L'anglais, c'est ma passion aussi à part la politique. Donc, on a tellement voulu me diaboliser que n'importe qui dit n'importe quoi. Mais ce n'est pas ça le problème. Dès l'instant où vous êtes un homme public, vous devez vous attendre à tout cela. Pour vous, ce n'est pas à tout qu'on répond. La licence a été régulièrement acquise. Vous bien entendu. D'accord. Bien entendu. J'ai des voisins avec qui j'ai fait l'école, depuis la classe de CP1, c'est-à-dire le primaire, jusqu'à l'université. J'ai des enseignants qui sont encore vivants. Charles Blé Goudé, toute modestie mise à part, n'était pas le dernier de la classe. Il n'était même pas le 5e de la classe. Oui.
Mais ce Il n'était pas le troisième de la Oui, classe. exactement. Il n'était pas souvent le deuxième de la classe. Bien souvent le prédé. Voilà, donc mes voisins sont là. Souvent quand les gens parlent, quand je me retrouve avec mes voisins, on rit, mais Charles, c'est de toi que les gens parlent comme ça. Mais je leur dis, mes camarades, souvent, quand vous devenez un homme politique, quand vous êtes au pouvoir, automatiquement on vous dit que vous êtes un voleur. Vous n'avez pas remarqué cela? Absolument. On vous traite de ce que vous ne faites pas. Parce qu'il faut bien qu'on vous trouve des défauts. Je vous ramène à autre chose que vous n'avez pas abordé comme sujet. On a dit en Côte d'Ivoire que Charles Blé Goudé faisait partie des milliardaires ivoiriens. Ouais. N'est-ce pas? Qu'il avait des boîtes de nuit, qu'il était propriétaire des stations d'essence et de comptes bourrés en banque. On allait en Ça parler. fait hein. 9 ans que je suis hors de la Côte d'Ivoire. Que sont devenues les stations d'essence? Ce ne sont pas la glace qu'ils font. On dit que ce sont des prêtres, non. Oui, mais je dis que le pouvoir en place est là et sait tout et peut tout savoir. Pourquoi ce débat-là a subitement disparu? Et pourtant, les mêmes stations d'essence sont là. Vous voyez? Des prêtres, non. Mais je dis un pouvoir à la latitude de tout savoir. Et ce pouvoir qui est là n'est pas constitué de mes amis. Et vous pensez qu'ils ne Et savent pas? les comptes en banque sont devenus quoi? Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi subitement Charles Blé Goudé n'a plus de milliards? Il n'est plus propriétaire d'essence, des stations d'essence. Il n'est plus propriétaire des comptes bourrés en banque. C'est devenu quoi tout ça? Il faut qu'on en parle. Parce qu'on peut faire la politique sans mentir. Excusez-moi du terme. Absolument. On peut faire la politique sainement et reconnaître à l'autre ce qu'il est. Où sont les stations d'essence de Charles Blé Goudé? Où sont les comptes en banque bourrés de Charles Blé Goudé? Où est tout cela? J'étais sous sanction onusienne. L'ONU a fait le tour de toutes les banques du monde. Finalement, les sanctions contre moi ont été levées. Il n'y a rien eu. Après le constat. Et il y a un rapport qui a été produit. J'étais en prison. Donc, dans une capacité de pouvoir, je vais dire, porter entrave aux enquêtes. J'ai reçu les différents membres de cette commission onusienne qui sont venus me rencontrer en prison. J'ai été félicité de n'avoir pas enfreint. Non, non, ça c'est très important cette question. Allez-y. Donc, au-delà de ce que vous dites, voilà ce dont j'ai été traité. Finalement, tous ces débats ont disparu. Comme si les stations d'essence étaient des glaçons ou de la glace qui font. Non, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on me dise exactement qui sont ceux qui étaient les propriétaires de ces stations d'essence-là. Mais ce Charles Blé Goudé. Cela me paraît important. Mais- Qui sont ceux qui étaient les propriétaires de ces comptes en banque-là? C'est trop facile. Mais vous ne pouvez de pas pouvoir salir, vous voyez, d'honnêtes citoyens pour Mais il est difficile de nous faire comprendre aujourd'hui que vous n'avez pas de fortune. Personne ne peut accepter cela aujourd'hui. Pourquoi? Personne ne peut l'accepter. Pourquoi? N'avez-vous pas une maison? N'avez-vous pas une ou deux voitures? Mais quand même. C'est une maison que vous appelez une fortune. Mais justement, quand on parle de fortune... Est-ce que vous savez ce qu'on appelle Non, fortune? Non, Je dis, c'est un lieu d'habitation que vous avez. Voilà le problème des États africains. Non, Je dis en Europe, Oui. et c'est à cela que quelqu'un qui doit habiter quelque part, vous appelez ça une fortune, avoir un toit. vous avez une ou deux maisons? Non, vous appelez cela une Est-ce que fortune. vous avez une ou deux? Est-ce que c'est cela que vous appelez une fortune? Je dis, Entre où sont les guillemets, entre milliards guillemets, de Charles Blé entre Goudé? guillemets, Non, entre moi guillemets. je vous ramène. Où, monsieur, Oui. où sont les milliards de Charles Entre guillemets, avez-vous une fortune ou pas? C'est à vous de Si me dire. on vous demande Moi je aujourd'hui- suis actuellement à la haie. Si on vous demande, Est-ce que vous allez m'écouter une minute allez-y. pour que je réponde à votre question? Parce que des gens nous écoutent. Allez-y. Ils ont besoin de savoir. Et ne donnez pas l'impression de ce que je fuis les débats. Donc, calmons-nous. Et puis écoutez-moi. Allez-y. Posez les questions, j'y apporte des réponses. Bien sûr. Est-ce qu'on est d'accord sur ce principe? Je suis parfaitement d'accord avec Alors vous. vous allez m'écouter maintenant. Je vous écoute. Je suis à la haie. Dites-moi la vérité. Je suis à la haie. Oui. Cela fait maintenant 5 ans et demi. J'ai fait 14 mois à la DST. J'étais toujours en prison. J'ai fait 2 ans en exil. Donc, absent de tout le système ivoirien du territoire ivoirien. Oui. Vulnérable, faible, affaibli. Mes adversaires ont en main la machine de l'État. Contrôle des banques, ont tous les moyens de contrôle, de vérification, en plus de leurs alliés au niveau international, m'ont mis sous sanction et font le tour et finalement arrivent à la conclusion qu'il faut lever les sanctions contre moi. Cher monsieur, s'il y a quelqu'un qui vous doit poser cette question, ce n'est pas moi. Vous-même journaliste, vous avez toute la latitude d'aller en Côte d'Ivoire et vérifier tout cela. Non, je n'ai pas de fortune. Et cela a été constaté. Parce que mes adversaires contrôlent aujourd'hui tout l'appareil de l'État. Et ont toute la latitude. C'est eux qui nomment les directeurs des banques. Et tous ceux qui travaillent dans les banques. Donc, ils ont la latitude de brandir aux Ivoiriens au monde entier
le contenu de mes supposés comptes. Pourquoi on ne le fait pas? Et je me sens outré pour cela. Et vous voir en train de me poser encore ces questions, alors que je suis loin de mon pays, où les banques sont. J'étais aussi sous sanction de l'Union européenne, sous sanction de l'ONU. Tous ces systèmes et ces institutions ont toute l'aptitude de répondre à votre question. Pourquoi ça m'a posé cette question? Mais aujourd'hui, on voudrait bien savoir si Charles Blé Goudé a une activité, au-delà de la politique même n'est pas une activité, de quoi... Mais je suis en prison. Depuis quand vous avez eu un prisonnier qui a une activité? Non, dites-moi, depuis quand? Je suis acquitté, mais je suis libéré sous condition. Vous avez des activités. Mais je ne peux pas avoir d'activité. Je suis encore un prisonnier. Ouais. Seulement les murs de la prison ont été élargis. Mais, attends, soyez un peu décent. Alors, quelle question me posez-vous? Moi, je pense. Comment vivez-vous? Depuis quand vous pouvez... Je suis indigent. Cela a été décrété par la Cour pénale internationale que je suis un indigent après enquête. Voilà encore une réponse à votre question. C'est-à-dire, quand vous venez ici, on vous octroie un avocat de manière, j'allais dire, provisoire, et la Cour pénale se donne le temps de faire des enquêtes sur vos biens. Quand elle arrive à la conclusion que vous êtes infortuné, en ce moment, vous payez vous-même vos avocats. Moi, ils sont arrivés à la conclusion que j'étais un indigent. Ainsi que mon voisin de cellule, le président Laurent Gbagbo. Alors, dans quel débat êtes-vous? Quel jour allez-vous accepter les décisions de justice? C'est comme quelqu'un me disait, oui, vous avez été libéré, mais des gens sont quand même morts. Quel jour allez-vous vous soumettre aux décisions de justice? Quand on était ici, on disait, que pensez-vous du procès Charles Blé Goudé Gbagbo Laurent? Et des gens disaient, non, la justice va s'en occuper. Nous, c'est la justice. Mais parce qu'en le disant, ces gens avaient dans leur petit coin que la justice nous condamnerait. Absolument. Maintenant, la justice nous libère et les gens s'agitent. Non, il faut respecter les décisions de justice. Autant on applaudit parce que la justice a envoyé Charles Blé Goudé et Gbagbo Laurent en prison, autant quand, après des années, des juges décident de quelque chose, il faut l'accepter. Je vous dis, monsieur, parlant de ma supposée fortune, pourquoi vous n'acceptez pas que Charles Blé Goudé était absent de la Côte d'Ivoire pendant 9 ans, et il est encore absent de ce pays, et que les autorités ont toute la latitude de vérifier si oui ou non ce monsieur-là a une fortune réelle, et que les institutions au niveau international l'ont mis sous sanction et interdit d'avoir un compte bancaire, et qu'ils ont eu la latitude de faire le tour du monde entier, et qui s'y rendent à l'évidence qu'en réalité, M. Charles Blé Goudé n'est qu'un citoyen qui est riche de ses idées. M. Charles Blé Goudé. Est-ce qu'on peut au moins s'attendre sur ça? M. Charles Blé Goudé, s'il vous plaît, moi je veux vous inviter à regarder la caméra et de dire la vérité au peuple ivoirien. Si je vous demandais de déclarer ici vos biens, que diriez-vous? Regardez la caméra. Ce n'est pas la caméra que je vais regarder, c'est vous que je vais regarder. C'est vous que je vais regarder. Parce que c'est vous qui refusez la réalité. Monsieur, je suis un indigent. Vous êtes un homme politique bien connu, spécial. Mais un homme politique n'est pas forcément un homme riche. Il y a un minimum pour un homme politique. Mais qui vous a dit qu'un homme politique est forcément un homme riche? Au moins le peuple ivoirien. Je n'ai pas d'argent en Côte d'Ivoire. Au moins le peuple ivoirien. Je n'ai pas d'argent en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas de maison en Côte d'Ivoire. Ah bon? Oui. Vous n'avez pas de maison en Côte d'Ivoire? Non, malheureusement. Mais vous avez une maison? Je louais une maison à Yopougon. Oui. Je louais. J'étais en location comme vous peut-être. Je ne sais pas, au Burkina, si vous êtes propriétaire d'une maison. Hein. Mais en tout cas, moi, ceux qui étaient mes voisins, là où j'habitais en Côte d'Ivoire, sont encore là. Vous pouvez vous rendre au quartier millionnaire où j'habitais. Ils peuvent vous dire que j'étais dans une location. Bon, mais dites-nous aujourd'hui. Vous exagérez. Comment est-ce que vous vivez? Comment est-ce que vous vivez alors? Comment est-ce que vous vivez aujourd'hui? Parce que vous n'allez pas me dire qu'étant en détention ici, vous n'avez pas besoin de satisfaire vos petits moyens. Est-ce que c'est la CPI qui vous prend en charge ou alors vous avez du soutien de la famille? Mais depuis que j'étais en prison, je vous le dis, je remercie beaucoup les Ivoiriens, beaucoup les Africains, qui me mettent à l'abri du minimum vital. Si c'est cela que vous voulez savoir, je n'ai pas honte de le dire. De ma chaussure jusqu'à ma cravate. Ce sont les Ivoiriens, les Africains, qui viennent ici. Au point même qu'à la CPI, à un moment donné, ils étaient obligés de chercher des pièces pour contenir ce que je recevais. Ah oui. Je vous le dis. Et depuis que je suis sorti de prison, ils viennent encore, et encore, et encore. Ils n'acceptent pas
que Charles Blé Goudé soit un misérable. Parce qu'ils veulent que leur champion soit à l'abri du minimum vital. Et c'est eux ma richesse. Et ceux qui me soutiennent, parce qu'ils comprennent que je n'ai que des idées. Et je voulais leur dire merci ici. Ils sont burkinabés. Regardez, vous êtes venus. Vous m'avez apporté un boubou. Que je vais d'abord fièrement porter tout à l'heure. Mais quand tu vois ce boubou, il est riche. Il est riche. Et demain, quand on me verra dans ce boubou, on dira, ah, Charles Blé Goudé a des fortunes. Non, c'est le PDG qui me l'a offert. Et comme vous, ils sont nombreux qui définissent ici, qui m'offrent tout ce qu'ils peuvent offrir. Et qui, quand ils voient mes enfants, c'est l'enfant de Blé Goudé. Il faut tout de suite l'assister. C'est ça qui est la vraie richesse. Et c'est ça que je vais léguer à ma progéniture. Je ne suis pas riche d'argent, je suis riche de mes idées. Et je veux être moi-même. Je ne cherche pas à être riche financièrement. Je veux être moi-même. Parce que souvent la richesse est le courant. Merci. Merci. Alors, monsieur Charles Blé Goudé, merci de nous avoir reçus ici aux Pays-Bas et merci de vous être prêté à nos questions. C'est la fin de cette émission. Merci. Merci également à vous, Salif Kaboré. Merci beaucoup, monsieur Charles Blé Goudé. Merci vraiment pour cet entretien. On a été bien édifiés et je pense que les portes nous resteront ouvertes pour la prochaine fois. Tout à fait. Merci au peuple burkinabé et toutes mes amitiés à mes frères et sœurs de Burkina Faso. Merci, vous serez toujours les bienvenus. Notre invité était M. Charles Blé Goudé qui nous a reçus ici à la haie et qui s'est prêté à nos questions. Nous vous souhaitons une excellente suite de programme. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup.